Gilbert Achcar, dans son dernier livre, Le peuple veut, publié chez Simbad Institute 2013, donne une explication, disons, sur les fondements économiques, sociaux, démographiques de ces révolutions. Donc, je lui donne la parole pour cette présentation. Bien, voilà. Donc, merci Jean et merci pour l'invitation. Merci aussi à Joseph qui a organisé cette invitation. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme Jean Batou vient de le dire, c'est un vaste sujet. Et il est évident qu'on ne va pas le couvrir entièrement en une séance. Hein, on peut consacrer une année de cours facilement sans épuiser un tel sujet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est plutôt esquisser quelques grandes lignes pour la compréhension de ce qui se passe. Et puis ensuite, puisque c'est la règle du jeu, ouvrir une discussion et se donner un temps conséquent pour que vous puissiez également faire état de vos interrogations sur les différents aspects de la chose. Et il y en a beaucoup. Donc comme je ne peux pas, sinon ça ferait un inventaire à l'après-vert, que d'essayer de tout vous couvrir dans mon exposé, et ça serait trop, alors vraiment très télégraphique. Le mieux, ça sera de pouvoir aborder tout ce que je n'aurai pas l'occasion, et je le dis d'emblée pour qu'on ne me dise pas vous n'avez pas dit, vous n'avez pas parlé, ça c'est les réactions classiques dans des réunions de ce type, c'est que précisément je laisse à la discussion de nous fournir l'occasion d'évoquer toute une série de problèmes que je ne pourrai même pas aborder dans cette courte introduction. Bien, alors, donc nous parlons de ce que j'ai préféré appeler, en tout cas dans le sous-titre de mon ouvrage, le soulèvement arabe. C'est déjà des tas déjà là de discussions sur le terme approprié. Et je crois que c'est un bon début. Enfin, bon, d'abord que j'explique que mon choix du terme soulèvement est parce que c'est en tout cas un terme neutre, c'est-à-dire que quelle que soit la caractérisation qu'on veut faire, il est indéniable qu'il y a eu des soulèvements massifs dans un certain nombre de pays de ce que j'appelle l'espace arabophone, ou de ce que dans la plus communément on appelle le monde arabe. Alors le terme le plus couramment utilisé pour évoquer tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passe, c'est bien entendu le terme de printemps arabe, qui est un terme qui était fondé sur l'idée que ça serait un mouvement limité dans le temps, limité à un printemps, donc au maximum quelques mois, sinon moins même, avec l'idée que on a une transition politique, une transition démocratique qui sera, voulait-on croire, du type de ce qu'on a pu voir soit en Amérique latine dans les années 80, soit en Europe centrale et orientale à la fin de la même décennie, au début des années 90, un changement politique, la transition d'un régime de type despotique, autocratique, à une démocratie électorale, et avec une transition qui se ferait dans la douceur et qui ne concernerait que les formes politiques du pouvoir. Bon, alors ce type d'attente, puisque c'est une attente, l'appellation correspondait à une attente, était illusoire dès le départ, parce que les conditions qui ont abouti à cette explosion sont des conditions beaucoup plus compliquées que la question politique seule.
Alors évidemment qu'il y a une dimension politique, c'est une banalité de le dire. Il y a une dimension politique dans ce soulèvement dans la mesure où il se transforme, où les protestations se transforment en soulèvements de masse, elles deviennent inéluctablement politiques. Donc vous avez des soulèvements politiques, des soulèvements qui exigent le mot d'ordre le plus central, le plus connu, le renversement du régime. Donc c'est évidemment un objectif politique, mais l'origine, ce qui est à la base de tout cela, ce n'est pas au premier chef un mécontentement politique quant à la nature démocratique ou pas démocratique, enfin la nature non démocratique, disons, du régime politique. Sinon, eh bien, on aurait du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi eh bien, le soulèvement surviendrait au moment où il survient, alors que bon, c'est une région, comme on n'a pas cessé de le souligner, qui a une très longue tradition de despotisme politique, où les expériences démocratiques sont très rares, éphémères, ou alors des cas marginaux comme celui du Liban, qui est mon pays d'origine. Ce qu'il y a donc au fond, à la base de ce soulèvement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la question politique en elle-même. C'est la question sociale, c'est la question économique. C'est le fait qu'on a affaire avec cette partie du monde à une région qui a connu un véritable blocage de son développement économique depuis plusieurs décennies. Depuis au moins 3 ou 4 décennies, il y a une situation de développement bloqué dans la région qui apparaît très clairement quand on compare les données économiques à partir des chiffres disponibles, des chiffres que l'on trouve dans les bases de données des institutions internationales. On peut voir qu'il y a, même en comparaison de régions, d'autres régions d'Afrique et d'Asie, donc en comparant ce qui est comparable, qu'il y a véritablement un problème de blocage de développement dans cette partie du monde, et qui est spécifique à cette partie du monde, et qui est sur cette moyenne durée de quelques décennies. Et ce blocage de développement a a plusieurs conséquences sociales au niveau en même temps, comme il va de pair en même temps avec une richesse relative de cette région à cause de ses ressources en hydrocarbures, donc en pétrole et gaz. On a un creusement des inégalités, on a une pauvreté qui devient d'autant moins tolérable qu'elle côtoie une richesse extrême et un luxe ostentatoire. Mais bon, tout cela, ce sont des ingrédients qu'on trouve ailleurs. Disons que ce qui va surtout marquer comme conséquence de ce blocage de développement, c'est le chômage. C'est une région du monde qui a des taux de record de chômage, également sur plusieurs décennies, en comparaison du reste du monde. C'est les records mondiaux de taux de chômage que détient cette région qui, dans les statistiques, est souvent qualifiée de Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et en regardant ce chômage de plus près, on s'aperçoit, ce n'est pas une surprise, que c'est, d'une part, un chômage, c'est-à-dire que le chômage des femmes dans la région est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, beaucoup plus que le chômage moyen général. Mais surtout en ce qui concerne le soulèvement qui nous concerne là,
le chômage des jeunes. Et les jeunes, c'est femmes et hommes, bien entendu, mais c'est simplement que c'est le clivage générationnel là qui est important. On a un chômage de jeunes qui est considérable. C'est-à-dire l'écart entre le chômage des jeunes dans cette partie du monde et le reste du monde, et en tout cas le reste de l'Afrique et de l'Asie, pour maintenir cette comparaison-là, est beaucoup plus grand que l'écart dans les taux de chômage en général, qui eux-mêmes sont importants. Et bon, ce chômage-là constitue la principale médiation entre le blocage économique et le soulèvement. C'est-à-dire que dans la mesure où les soulèvements sont des soulèvements qui concernent surtout des jeunes, et bon, il y a eu beaucoup de commentaires sur révolution de jeunes, révolution de la jeunesse, mais qui également là relève pratiquement de la banalité, puisque toutes les révolutions sont des révolutions de jeunes. On n'a pas vu des révolutions de vieux, n'est-ce pas, dans l'histoire. La médiation que constitue ce chômage comme facteur de frustration considérable parmi les jeunes est décisive dans l'explication de ce soulèvement. Un chômage de jeunes, un chômage aussi en particulier de jeunes diplômés, dans la mesure où c'est une région du monde qui, de par sa richesse relative, en comparaison encore une fois du reste de l'Afrique et de l'Asie, a des taux d'enrôlement dans l'éducation tertiaire, dans l'éducation avancée, qui sont plus élevés qu'ailleurs. Et on a donc aussi un chômage de diplômés considérable dans la région. Et on va retrouver les jeunes chômeurs, les jeunes diplômés chômeurs et la jeunesse en général, puisque cette frustration, elle est diffuse, même pour ceux qui ne sont pas à la recherche d'un emploi. On a là une explication tout à fait centrale de ce soulèvement. Donc on a dans le fond une question sociale, une question économique, et qui renvoie à la nature des États, à la nature du système socio-politique et socio-économique qui règne dans la région. Bon, j'y reviendrai, je ne vais pas à ce stade-là m'appesantir là-dessus, mais fondamentalement, ce qui bloque, ce n'est pas un facteur conjoncturel, c'est une question structurelle, une question structurelle profonde qui tient à la nature des États, donc comme je le disais, à la nature des couches sociales ou des groupes sociaux qui dominent les États de la région, à une nature d'État qui produit un certain type de capitalisme qui n'est pas un capitalisme de développement, si l'on peut dire, puisque historiquement, le rôle du capitalisme dans le développement économique est indéniable, quel que soit après l'état de ce développement. Mais là, on a une région où, pour des raisons structurelles, le type de capitalisme qui existe n'est pas un capitalisme propice à ce type de développement. Et dans le contexte de politique néolibérale axée sur le retrait de l'État et le tout privé, ou l'idée que le secteur privé doit être le moteur de l'économie, eh bien, on a un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, et qui se traduit donc par ce blocage économique qui caractérise la région. Donc, c'est là la racine profonde de ce soulèvement, et on en voudra pour indication le fait que dans les deux pays phares du soulèvement, que sont la Tunisie et l'Égypte,
le soulèvement survient après une montée des luttes dans la décennie qui précède, qui est une montée de luttes essentiellement sociales. Il y a également des luttes politiques, mais ce sont des protestations politiques qui sont relativement marginales en comparaison des mouvements sociaux. La Tunisie, comme l'Égypte, les deux pays ont connu dans les années 2000 une montée très, très claire des luttes sociales. La Tunisie a connu des soulèvements locaux, régionaux, dans les régions défavorisées du pays, autour de questions sociales, autour de la question de l'emploi en particulier. L'Égypte a connu, à partir du milieu de la décennie, une montée des luttes ouvrières, sous les différentes formes de luttes ouvrières, des grèves aux occupations d'usines, aux manifestations de protestation, mais une montée tout à fait remarquable, la plus importante du point de vue de son caractère massif de l'histoire du pays. Et c'est une montée qui s'étale donc sur la seconde moitié de la décennie, qui atteint un apogée en 2007, mais qui se maintient à un niveau élevé et qui donc va constituer, disons, un prélude direct au soulèvement massif qu'on va voir en janvier, à partir de janvier 2011. Donc, on a effectivement un soulèvement dont les racines profondes sont des racines socio-économiques, et à partir du moment où l'on comprend qu'il s'agit donc non pas uniquement d'une question de mutation des formes politiques, mais de quelque chose de plus profond, d'un mouvement fondé sur des questions ou des problèmes socio-économiques, eh bien on comprend qu'il ne s'agit pas d'un printemps, un terme qui renvoie plutôt donc à ces mutations politiques que j'ai décrites, mais d'un processus révolutionnaire, comme je l'ai appelé, un processus révolutionnaire qui ne peut que s'installer dans la durée, dans la mesure où les questions qui l'ont suscité sont très profondément ancrées. Et donc un processus révolutionnaire qui ne peut aboutir ou qui ne peut s'achever ou se terminer que si une issue est trouvée ou une solution est trouvée à ces problèmes de fond, qui sont à l'origine de cette explosion sociale, à défaut d'une solution au sens d'une solution positive, eh bien, ce n'est pas une fin de processus dans la sérénité à laquelle on pourra assister, mais alors, éventuellement, s'il n'y a pas d'issue progressiste à tout cela, eh bien l'alternative, l'autre terme de l'alternative, c'est un effondrement sociétal, comme on dit, massif, avec une régression politique, culturelle et socio-économique qui serait eh bien, extrêmement périlleuse pour la région. Simplement pour dire que historiquement, dans l'histoire sur la très longue durée, on a connu à plusieurs reprises dans l'histoire des blocages économiques, des modes de production qui arrivent ou dans une certaine modalité qui arrivent à une impasse, et quand il n'y a pas d'issue positive à ce type de situation, on a pu assister à des effondrements, à des régressions historiques. Je le dis simplement pour souligner le fait qu'on n'est pas ici dans un optimisme béat, mais bien dans la conscience de la profondeur de la crise, de la profondeur et de la gravité de ce qui est en cours et de la gravité des enjeux.
de la gravité des enjeux, mais tout cela à partir de cette conscience de départ de la nature des problèmes et de ce sur quoi, ou de ce à quoi correspond ce soulèvement. Donc, à partir de cela, on comprend qu'on est donc dans un processus de longue durée, un processus révolutionnaire de longue durée, qui va s'étendre sur plusieurs années, voire même sur plusieurs décennies. On peut, après tout, les processus révolutionnaires de longue durée sont nombreux dans l'histoire, même quand on parle pas d'une région comme l'Europe par exemple, mais même d'un pays comme la France ou l'Angleterre. Quand on parle de révolution française ou de révolution anglaise, on est même là, dans ces cas, on est devant des processus révolutionnaires qui se sont étendus sur une très longue période historique avec eh bien, toutes sortes d'étapes ou de phases qui peuvent être contradictoires, avec des moments de restauration, avec des moments de progression révolutionnaire. Bon, c'est comme ça que ça avance. Hein. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui peut être très chaotique même. Hein. Mais bon, l'essentiel, c'est de comprendre la profondeur de la chose et donc le fait qu'il n'y a pas de stabilisation aujourd'hui visible à l'horizon de la région, mais plutôt des années, de longues années même de bouillonnement, de nature révolutionnaire, mais encore une fois, qui peut aller dans des sens différents selon les conditions politiques. Et alors, en parlant de sens différents, j'en viens à la question de la différence, si vous voulez, de scénario, la différence entre ce sur quoi débouchent les soulèvements. En gros, vous avez eu, depuis le début, vous avez eu une vague, une onde de choc révolutionnaire qui a secoué l'ensemble de la région et dont pratiquement pas un seul pays de l'espace arabophone à laquelle pas un seul pays de l'espace arabophone n'a échappé. De la Mauritanie jusqu'à la Syrie et l'Irak, il n'y a pratiquement pas un seul pays, sauf des cas de pays d'États extrêmement artificiels, tels que le Qatar ou les Émirats arabes unis, où vous avez 85% de la population qui sont des travailleurs temporaires sans droit. Bon, donc, sauf dans des cas tout à fait limites et extrêmes, mais pratiquement tout le reste, y compris les monarchies pétrolières du Golfe, Oman, Bahreïn, bien entendu, qui est un des grands soulèvements, ou le royaume saoudien ou d'autres, ou le Koweït même, donc il n'y a pratiquement pas un pays de la région qui n'a pas connu, sous une forme ou une autre, cette onde de choc, hein, et qui continue à la connaître en un sens, au sens où le bouillonnement continue partout. Bon, encore une fois, on est dans des courbes très irrégulières par nature. Il n'y a pas de stabilité des niveaux, mais le fait du bouillonnement, le fait de l'instabilité, si vous voulez, politique, est un fait patent à l'échelle régionale. Donc, on a une onde de choc qui a ouvert la région, qui s'est traduite un peu partout par des mouvements, des protestations, alors qui ont pu atteindre des tailles différentes, où se sont distingués, il faut que je trouve mes mots, c'est l'habitude de parler anglais maintenant depuis des années, quand je parle français, donc où se sont distingués des réseaux de jeunes, utilisant les technologies nouvelles de la communication et de l'information, utilisant ces technologies qui ont permis la mise en place de réseaux avec une facilité et une vitesse qui évidemment aurait été strictement impossible, hein, sans ces technologies,
et qui vont donc s'ériger en organisateurs de la protestation, organisateurs de mouvement, en coordinateurs, le terme coordination est souvent utilisé, coordinateurs de la protestation. Dans 6 pays de la région, les choses vont aller au-delà de mouvements de protestation vers des soulèvements généralisés. Ces 6 pays sont la Tunisie, donc l'Égypte, le Yémen, la Libye, le Bahreïn et la Syrie. Vous avez 6 cas jusqu'à aujourd'hui où vous avez eu un soulèvement généralisé. Vous avez eu un 7e pays où les choses ont un peu frôlé cela, mais sans aboutir à ce résultat, c'est le Soudan dernièrement, ce qui est également une indication du fait que ça continue, et ça va continuer, il y en aura d'autres si l'on se place sur la longue durée, qui est celle de ce processus révolutionnaire. Alors, la question donc qui se pose, c'est la différence des situations entre même les 6 pays qui connaissent un soulèvement généralisé. Outre l'autre question qui est pourquoi ceux-ci et pas d'autres. Alors celle-ci, je préfère qu'on la laisse pour la discussion, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, il faudra prendre les cas, puisqu'il n'y a pas de réponse d'ensemble qui soit assez, satisfaisante. Il faut à ce moment-là plutôt voir ce qui se passe dans les cas concrets concernés. Mais en ce qui concerne déjà les 6 cas cités, on a des situations fort différentes. Et alors on a pu également entendre des commentaires sur la maturité politique des protestataires en Tunisie et en Égypte face à l'erreur des protestataires. Bon, ça a pu être dit par rapport à la Libye au départ, puis après on a un peu moins parlé, mais en tout cas c'est très dit sur la Syrie. Et ça, c'est des visions, encore une fois, très superficielles des choses. Croire qu'il s'agit de choix politiques des protestataires dans les différents pays concernés, c'est d'une part se faire des illusions sur le degré de centralisation et de réflexion stratégique des mouvements concernés, et d'autre part, ne pas comprendre que ce à quoi on a assisté en Tunisie et en Égypte ne peut pas nécessairement être reproduit ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui diffèrent d'un pays à l'autre et qui sont la clé pour la différence de nature des processus dans les pays concernés. Et alors, de ce point de vue-là, il y a une différence qualitative essentielle entre des États de la région où vous avez une certaine autonomie de l'appareil d'État, de l'institution, un certain degré qui n'est jamais total, mais un certain degré d'autonomie de l'institution étatique, ce qui est censé être l'apanage des États modernes. Vous avez donc une différence majeure entre ce type de situation et des situations où l'État ou l'appareil d'État est la propriété du groupe dirigeant. Donc où il n'y a pas de séparation, si vous voulez, entre le groupe dirigeant, la famille régnante, on peut dire, puisque c'est soit des monarchies, soit des soi-disant républiques où vous avez des familles régnantes de fait qui contrôlent le pouvoir et qui transmettent le pouvoir de manière héréditaire, comme c'est le cas en Syrie, parmi les pays, par exemple, les républiques où vous avez des soulèvements actuellement. Donc, il y a une différence qualitative entre ces 2 types de situations. Dans la première situation, qui relève de ce que dans le jargon
Des sciences politiques, on peut appeler de l'État moderne en général, mais dans le cas des États de la région, c'est des situations néo-patrimoniales. Eh bien, vous pouvez avoir, vu l'autonomie relative des institutions par rapport, ou l'autonomie sans relative des institutions par rapport à la famille régnante, à la famille dirigeante, au groupe dirigeant, vous pouvez avoir le scénario tunisien ou le scénario égyptien où vous avez une partie de l'État, sinon la colonne vertébrale de l'État, l'armée dans le cas de l'Égypte, qui se désolidarise du groupe dirigeant. Et qui vous donne donc des scénarios à la tunisienne et à l'égyptienne où donc l'État lui-même évince en quelque sorte, ou une partie de l'État évince le despote, l'autocrate, ou bon, comme on voudra l'appeler, disons l'autocrate. Bon. Et puis vous avez donc les situations d'État, toujours dans le jargon de la science politique, d'États patrimoniaux, où les forces armées, où le noyau dur de l'État a été reconstitué en garde prétorienne, a été constitué ou reconstitué selon les cas. Les monarchies, c'est une constitution d'origine. Les cas syriens, irakiens, libyens sont des reconstitutions d'appareils d'État, donc en garde prétorienne du pouvoir. Dans des situations pareilles, il est tout à fait illusoire de s'attendre à la répétition d'un scénario à la tunisienne ou à l'égyptienne. Il est clair que dans des situations comme celle-ci, le noyau dur de l'État, les forces d'élite de l'appareil militaire ne vont pas se désolidariser du groupe dirigeant, mais vont plutôt se battre jusqu'au bout, ou en tout cas tant que la perspective de la défaite n'est pas là, eh bien vont se battre aux côtés pour la défense du groupe dirigeant. Et donc ça vous donne toute la différence entre ce qui s'est passé entre la Tunisie et l'Égypte d'une part, et la Libye et la Syrie d'autre part, Libye et Syrie, où les régimes ont tout de suite utilisé cette force militaire qu'ils avaient contre les soulèvements, contre les protestations, alors que dans les cas tunisiens et égyptiens, l'armée n'a pas, dans les deux cas, n'a pas pris part à la répression et a même refusé de prendre part à la répression. Donc on a ici une différence majeure, une différence qualitative qui explique pourquoi vous avez des scénarios différents et pourquoi il a été possible de renverser les dirigeants en Tunisie et en Égypte par une combinaison de manifestations et de ruptures au sein de l'État, alors que cette rupture au sein de l'État n'existe pas, n'a pas existé à cette même échelle, en tout cas en Libye et en Syrie, en ce qui concerne en tout cas le noyau dur, encore une fois, de la force armée. Et donc, on a vu ces pays-là prendre le chemin de la guerre civile comme unique chemin possible pour un renversement du pouvoir. Hein, les révolutions pacifiques, vous savez, dans l'histoire, sont plutôt l'exception que la règle. Sur l'histoire, il y a beaucoup plus de révolutions qui soit se transforment en guerre civile, soit démarrent sous la forme de guerre civile d'emblée, que de révolutions qui se font pacifiquement. Et de ce point de vue-là, eh bien, la région ne fait pas non plus exception. Le Yémen, c'est encore une situation un peu différente, celle
d'un pays où le pouvoir a utilisé, enfin, ou si vous voulez, au niveau de l'État, vous avez une représentation des deux camps en présence dans l'État lui-même. Le pays n'a pas connu de guerre civile, il l'aurait pu, hein, il n'a pas connu de guerre civile, il a connu une sorte de guerre civile froide avec des manifestations et des contre-manifestations à une échelle de masse jusqu'à ce compromis qui a été imposé par les monarchies du Golfe, avec les États-Unis derrière, qui en gros, est une passation de pouvoir qui ne change pas grand-chose à la nature du régime et qui n'a changé que peu même aux prérogatives du groupe dirigeant. Ça, c'est la singularité de ce qui s'est passé au Yémen. Le Bahreïn, enfin, comme sixième pays, on est là dans un cas de figure patrimonial classique. C'est un pays où, là aussi, il est impossible de voir un renversement du régime par des moyens pacifiques. D'autant que le régime, comme en Syrie, utilise la carte confessionnelle pour se garantir l'allégeance d'une fraction de la population. Si cependant le soulèvement au Bahreïn n'a pas tourné en guerre civile, eh bien la raison en est que la population du pays est tout à fait consciente du fait qu'elle ne se bat pas seulement contre la monarchie bahreïnie, mais aussi contre le mastodonte voisin, en termes relatifs, qu'est le royaume saoudien, qui d'ailleurs a envoyé ses troupes prêter secours à la monarchie. Et que donc c'est une militarisation du conflit dans le contexte du Bahreïn serait quasiment suicidaire vu les rapports de force. C'est ce qui bloque. Mais le mouvement continue. Alors la Syrie, enfin, eh bien la Syrie est un pays également où vous avez eu une transformation patrimoniale de l'État avec une reconstitution ou une création de forces d'élite acquises au groupe dirigeant, à la famille dirigeante, par l'exploitation du facteur confessionnel, un facteur tribal et régional également, mais le facteur confessionnel était le facteur principal dans cette reconstitution et qui explique pourquoi, donc, là aussi, on a eu cette évolution vers la guerre civile. À tout ce que je viens de dire s'ajoute un autre niveau de complexité. Cet autre niveau de complexité résulte du fait que cette partie du monde a connu, depuis également quelques décennies, la montée de forces politiques dans l'opposition qui ont pu capter le mécontentement populaire, mais qui sont des forces politiques de nature réactionnaire, c'est-à-dire des forces politiques avec des programmes qui ne sont pas des programmes de transformation progressive, si vous voulez, de la société, mais des programmes avec le rétroviseur, c'est-à-dire l'utopie, si vous voulez, d'un retour à un âge d'or mythique qui serait de nature religieuse. Et ces forces, donc les forces de l'intégrisme islamique, ces forces ont connu une croissance très importante à partir des années 70 sur fond de déclin de ce qui était jusque-là le principal courant
bon, dans l'organisation des aspirations populaires qu'était le nationalisme arabe, sur fond également de montée de l'influence des monarchies pétrolières en rapport avec la hausse forte des prix et des revenus pétroliers à partir des années 70. On a connu donc la montée de ce type de courants qui ont été également favorisés dans la plupart des cas par les régimes en place comme antidote à ce qui restait du nationalisme, surtout dans ses versions progressistes, et à la radicalisation de gauche qui existait notamment dans les années 70 dans la région et à l'échelle mondiale. On a eu donc des gouvernements qui ont favorisé ces mouvements et qui ont contribué à ce que ces mouvements puissent occuper une bonne partie du terrain dans les aspirations populaires. Bon, et ça crée une complexité supplémentaire qui est dans le fait qu'au moment où commence ce soulèvement, on peut dire en un sens que le courant intégriste avait perdu du dynamisme qui avait pu être le sien, en particulier dans les années 80, qui sont les années 80-90, qui sont les années de croissance la plus rapide de ce genre de courant, mais qui étaient toujours là comme principaux courants, notamment quand il s'agit de courants organisés, dans les oppositions au régime existant. Et donc la complexité elle, va découler du fait que, au moment où débute ces soulèvements, vous avez des convergences dont une bonne illustration, c'est la place Tahrir au Caire, qui a qui a été l'objet d'une forte attention médiatique, et sur laquelle vous pouviez même voir visuellement, si vous voulez, se côtoyer des courants relevant de l'intégrisme islamique avec des courants des libéraux ou de gauche, mais représentant donc des aspirations sociales, politiques, culturelles, non seulement différentes, mais je dirais contradictoires, profondément divergentes, voire opposées à celles des autres. Et vous avez eu cette convergence donc dans des mobilisations qui n'avaient pour dénominateur commun que l'opposition commune au même régime. Et donc cela débouche, une fois que vous avez des renversements de régime, comme c'est le cas en Tunisie, en Libye ou en Égypte, ou en tout cas des renversements d'autocrates, sinon de régime, eh bien, débouche donc sur une scène politique qui, comme on peut le voir dans le cas de l'Égypte, est très contrastée, avec une tentative d'utilisation de ces courants intégristes comme force de dévoiement, si vous voulez, du potentiel révolutionnaire, du potentiel progressiste de l'explosion initiale. Ce qui veut dire qu'on est dans un cas de figure à l'échelle de la région où vous n'avez pas seulement la situation traditionnelle de la contre-révolution représentée par le pouvoir ou l'ancien régime et de la contre-révolution régionale et internationale, ça sera plus court que cela, donc où vous n'avez pas uniquement ces cas traditionnels, mais vous avez en plus de l'ancien régime comme force contre-révolutionnaire, en plus de la contre-révolution régionale, en particulier les monarchies pétrolières du Golfe, en plus de la contre-révolution mondiale qui sont les différents soutiens des régimes, d'abord et avant tout les puissances occidentales, mais aussi dans le cas de la Syrie,
la Russie, et d'ailleurs au niveau régional l'Iran, hein, au moins dans le cas de la Syrie, vous avez d'autres forces contre-révolutionnaires qui entrent en jeu. Eh bien, en plus de tout cela, vous avez des forces qui ont participé au soulèvement, hein, mais qui sont en même temps des vecteurs, également des vecteurs de la contre-révolution. Donc tout cela complique considérablement la situation. Et on a, dans le cas syrien, et je terminerai, enfin, ça sera le dernier cas que j'évoquerai, avant une très brève conclusion, mais on a dans le cas syrien une illustration extrême de cette complexité, au sens où ce que vous avez dans le cas syrien, c'est une convergence paradoxale entre le régime lui-même et la contre-révolution régionale représentée par les monarchies pétrolières du Golfe, qui, malgré leur antagonisme pour des raisons essentiellement confessionnelles, hein, enfin, en ce qui concerne les monarchies pétrolières, la raison de leur hostilité au régime syrien, elle est là au premier chef, eh bien, convergent néanmoins dans le renforcement de ce pôle contre-révolutionnaire que sont les organisations intégristes, armées dans le cas syrien. Je m'explique. Eh bien, bon, je crois que le rôle des monarchies pétrolières dans le renforcement de tout cela est clair, il est de notoriété publique. Le financement, en particulier le financement et un peu l'armement de ces organisations par soit des États, soit des réseaux ancrés dans les monarchies pétrolières. Mais il y a aussi le jeu direct du régime qui a favorisé d'emblée ces forces-là pour, dans le but également de dénaturer le soulèvement syrien et également d'intimider ou de dissuader une partie importante de la population de se joindre à la rébellion et surtout de dissuader l'Occident, les puissances occidentales, de soutenir cette rébellion comme elles ont pu le faire dans le cas libyen. Ce jeu très machiavélien du régime syrien, il se traduit, il s'est fait par la libération des djihadistes, comme on dit, qui étaient détenus dans les prisons syriennes au début du soulèvement, au mois de juin 2011, très spécifiquement, très précisément, au moment où le régime syrien arrêtait par milliers les démocrates, les jeunes animateurs des protestations de masse, il a libéré de prison des djihadistes qui s'y trouvaient et qu'on retrouve aujourd'hui à la tête des organisations qui sont très présentes dans les médias aujourd'hui, des principales organisations de nature à programme ou à référent intégriste islamique que l'on trouve dans la situation syrienne. Voilà, donc c'est un aperçu qui en guise d'introduction à la discussion. Je voudrais simplement conclure sur, d'une part, en réitérant ce que j'ai dit sur la durée du processus, sur le fait qu'on est uniquement aujourd'hui dans une phase initiale, dans la phase initiale, on est encore au tout début de ce qui sera un processus de longue durée sur plusieurs années, sinon sur plusieurs décennies. C'est quelque chose que, pour ma part,
J'affirme depuis 2011, donc on est déjà à la 3e année, et on voit bien que c'est pas près de s'arrêter, que le bouillonnement continue partout, dans tous les pays, y compris dans ceux où il y a eu des victoires partielles, puis vous avez des changements de phase, vous avez une évolution, enfin vous avez des tournants même qualitatifs, comme c'est le cas en Égypte. Hein. Vous avez au moins trois phases différentes depuis le début du soulèvement jusqu'ici. Bon, la chose, je dirais que la principale réalisation du processus jusqu'à ce jour, c'est celle que résume, à mon sens, cette première partie du slogan le plus courant dans ce soulèvement, cette première partie que j'ai utilisée comme titre à mon ouvrage, le peuple veut, c'est cette découverte, si vous voulez, par les populations de la région, que, il est possible d'affirmer, enfin, il leur est possible d'affirmer leur volonté sur la place publique, et qu'en affirmant leur volonté massivement sur la place publique, elles peuvent l'imposer. C'est une découverte importante et qui donne en même temps, qui est une clé aussi de ce bouillonnement continu dans lequel se trouve la région. Prenez la Tunisie, prenez l'Égypte, vous voyez que les mobilisations n'ont pas cessé, que même si, alors aujourd'hui en Égypte, il y a un moment de crispation parce que les mobilisations qui se font sont celles qui soutiennent le président déchu. Mais enfin, le bouillonnement continue. Cette idée qu'on peut, par la mobilisation sur la place publique, on peut on veut, si vous voulez, faire savoir sa volonté et essayer de l'imposer. C'est une idée, c'est une conquête, si on peut dire, de tout ce qui se passe, une conquête très importante et qui débouche, dans le fond, sur une conception de la démocratie qui est une conception avancée. Si l'on y réfléchit bien en prenant l'Égypte, l'idée que malgré des élections, vous pouvez, un an après, parce que vous jugez que le président a failli à sa tâche, a trahi les aspirations et les attentes, lancer une pétition, en Suisse ça peut vous sembler banal, enfin c'est loin de l'être, surtout dans ce contexte-là, lancer une pétition et recueillir donc des millions de signatures pour la démission ou pour de nouvelles élections, et face au refus du président en question, appeler à une mobilisation de masse à ce niveau-là, c'est une idée très importante qui relève donc d'une conception de la démocratie qui, je dirais, est plus vibrante et plus réelle que celle à laquelle on est habitué en général dans ce qu'on appelle démocratie, et dans des systèmes dans lesquels la souveraineté du peuple, le pouvoir du peuple, la démocratie, se réduit à un bulletin dans l'urne toutes les quelques années. Là, cette idée que le peuple peut en permanence exiger, faire savoir, exprimer ses revendications, ses doléances, comme on disait du temps de la Révolution française, et les imposer par sa mobilisation, c'est une idée très importante et dont l'importance, il me semble, va très clairement, même bien au-delà de la région, puisqu'il y a exemple de ce point de vue-là, et on a vu comment ces mobilisations ont pu inspirer des mobilisations dans beaucoup d'autres pays, même si les conditions sont très différentes et on n'a pas forcément des ondes de choc de la même profondeur, mais enfin, l'inspiration comme pour les luttes est évidente. Voilà, je m'arrêterai ici et passe à vous.
Voilà, donc la discussion est ouverte. Qui